Le titre hurle « Patriots abattus, 100 soldats perdus, Trump panique ». L'invité, lui, annonce carrément une défaite stratégique américaine. Des armes iraniennes déclarées supérieures aux armes américaines. Une superpuissance qui n'aurait aucune défense, point final. C'est terrifiant, c'est spectaculaire et c'est fait pour vous faire cliquer et vous faire peur. Mais avant de croire un seul mot de tout cela, il faut faire deux choses que presque personne ne fait. Regarder qui parle et ensuite, sous le vacarme de la propagande, isoler la seule idée réelle qui s'y cache. Parce qu'il y en a une et elle est importante. Personne ne compte les chargeurs. Je dois poser la balise la plus ferme de toute cette série parce que la source d'aujourd'hui l'exige. Le commentateur invité est une figure extrêmement contestée dont chaque analyse, sans exception, penche du même côté, favorable à Téhéran, favorable à Moscou, catastrophiste pour l'Amérique. C'est pas un témoin neutre, c'est un avocat. Quand quelqu'un affirme que les armes d'un camp sont supérieures point final, que l'autre camp subit une défaite stratégique et qu'il glisse au passage qu'il ne perd pas le sommeil pour les victimes, vous n'écoutez pas une évaluation, vous écoutez un plaidoyer. Alors nous allons faire un exercice de discipline. Séparer le messager du mécanisme. Mettre de côté ses verdicts, qui ne valent rien, et garder l'unique grain de vérité qu'il rapporte parce que ce grain, lui, vaut de l'or et qu'il est presque toujours enterré sous le triomphalisme. Commençons donc par le messager, c'est le premier domino, parce qu'il faut savoir désamorcer une source avant de s'en servir. Les signaux d'alarme sont tous présents dans cette conversation. Les absolus balayants. Supérieur, point final, aucune défense, nous manquons de la capacité technologique, point. Le sens unique dans tout le raisonnement, un seul camp épuise ses stocks, un seul camp subit des pertes, un seul camp perd, l'autre est parfait, inépuisable, gagnant. Et la froideur révélatrice, qualifier de négligeable les victimes du camp qu'on n'aime pas, dire qu'on n'en perd pas le sommeil. Une évaluation honnête reconnaît les faiblesses de son propre camp et les forces de l'adversaire. Un plaidoyer ne connaît qu'une direction. Retenez ce test simple, il vous servira toute votre vie. Quand toutes les incertitudes d'une analyse tombent, comme par miracle, du même côté, c'est pas une analyse, c'est une commande. Et il faut comprendre pourquoi ce genre d'oracle partisan est si efficace, car cela tient à un piège particulier. Il ne s'agit pas d'un anonyme sur les réseaux, mais d'une figure présentée comme experte, avec un passé, un vocabulaire technique, l'assurance de celui qui sait. C'est précisément ce vernis d'expertise qui rend le poison plus dangereux. Quand un homme cite des désignations de systèmes, égrène des noms de missiles, parle de batterie Théataade et de Patriot PAC-3, notre cerveau baisse la garde, il doit savoir de quoi il parle, sauf que la compétence technique et l'honnêteté analytique sont deux choses différentes. On peut connaître parfaitement le nom de chaque arme et mentir sur l'issue de la guerre. On peut être précis sur les détails et malhonnête sur la conclusion. La vraie question à se poser n'est jamais « cette personne connaît-elle son sujet ?» mais « cette personne peut-elle, dans sa bouche, dire une seule chose qui déplairait au camp qu'elle défend ?» Si la réponse est non, alors son expertise ne fait qu'armer son plaidoyer. Un expert incapable de concéder un point à l'adversaire n'est pas un expert. C'est un porte-parole avec un diplôme. Il y a d'ailleurs dans son propre raisonnement un exemple parfait de la manière dont un avocat retourne chaque fait à son avantage. Il note que les pertes américaines sont faibles, un taux extrêmement bas selon lui, et au lieu d'y voir une bonne nouvelle pour l'Amérique, il en tire aussitôt la conclusion que l'Iran ne cherche pas à tuer des Américains, mais à détruire des capacités, ce qui serait là que le vrai mal est fait. Regardez le tour de passe-passe. Un fait favorable au camp qu'il n'aime pas devient, par un simple glissement d'interprétation, la preuve de la sophistication de l'autre camp. C'est habile et c'est précisément pour cela qu'il faut s'en méfier. Un fait n'a pas de camp, seule l'interprétation en a un. Quand vous voyez chaque donnée, y compris les données neutres ou défavorables à sa thèse, réinterprétées pour renforcer la même conclusion, vous n'êtes pas devant une pensée, mais devant une machine à confirmer. Nous mettons donc le verdict de côté. Défaite stratégique américaine, supériorité iranienne, rangée au rayon de la propagande, non vérifiée, émanant d'un avocat. Mais nous ne jetons pas tout, car ce serait l'erreur symétrique. Car voici le deuxième domino, le grain de vérité qu'il faut extraire. Débarrasser le discours de son emballage triomphaliste, et il reste une idée stratégique réelle, sérieuse et scandaleusement peu discutée. Une guerre de défense antiaérienne est une guerre d'inventaire. Chaque intercepteur tiré doit être remplacé, et les intercepteurs sont chers, longs à fabriquer. Les missiles et les drones qu'ils abattent sont, eux, souvent bien moins chers et plus rapides à produire. D'où la phrase brutale qu'il faut isoler tout le reste. On risque de manquer de munitions pour se défendre bien avant que l'adversaire ne manque de missiles pour attaquer. Et cette idée n'est pas une invention de l'avocat. Elle est corroborée par une source bien plus crédible,
un rapport de presse rapportant que les plans américains d'élargissement de la guerre seraient bridés par des stocks insuffisants de munitions de défense aérienne et de missiles à longue portée. Ça, c'est citable. Ça, c'est le mécanisme. Le chargeur, pas le missile. Et il y a un second indice dans cet entretien qui pointe vers le même problème et qui est plus solide que n'importe quelle proclamation. Une partie significative des armes utilisées pour frapper l'Iran aujourd'hui ne serait pas des munitions lancées depuis les airs, mais des armes lancées depuis le sol, des lance-roquettes multiples tirant leurs roquettes standards, des missiles tactiques à plus longue portée. Pourquoi est-ce un indice ? Parce que si l'on en croit ce raisonnement, la puissance de frappe aérienne américaine doit être augmentée par du tir au sol pour une raison simple, il n'y aurait pas assez de munitions air-sol. Autrement dit, on complète le stock qui s'épuise en puisant dans un autre. Que cette lecture soit exacte ou exagérée, le signal mérite l'attention. Recourir à des moyens de substitution est rarement le signe d'un magasin plein. C'est souvent le premier symptôme visible d'un magasin qui se tend. À cela s'ajoute un chiffre rapporté par un média américain citant des responsables anonymes. Près de 100 militaires américains auraient été blessés sur ces bases depuis le début du mois, et surtout depuis une date précise du début juillet, le tout en moins de 2 semaines. Ce chiffre, à traiter comme une allégation attribuée, ne dit pas des faits, il dit pression soutenue. Et une pression soutenue est exactement ce qui vide un magasin. Le troisième domino explique pourquoi le chargeur décide de tout, et c'est le cœur de l'affaire. Prenez le paradoxe et laissez-le vous retourner l'esprit. Vous pouvez réussir chaque interception, absolument toutes, et perdre quand même la campagne si votre magasin se vide en premier. Parce que dans une guerre d'usure défensive, gagner un échange, abattre le missile qui arrive est un geste qui coûte souvent plus cher que le coup qui l'arrête et qui consomme une munition que l'usine ne remplace pas assez vite. Le défenseur est sur une horloge de déplétion dont l'attaquant règle la vitesse. Il suffit à l'attaquant de tirer encore et encore du bon marché pour forcer le défenseur à dépenser du cher, encore et encore, jusqu'à ce que le magasin soit vide. Mettez-y des ordres de grandeur, même approximatifs, et la logique saute aux yeux. Un intercepteur haut de gamme peut coûter plusieurs millions de dollars l'unité et sortir d'usine à quelques dizaines, peut être quelques centaines d'exemplaires par an. Un drone d'attaque, lui, peut coûter quelques dizaines de milliers de dollars et se produire par milliers. Faites le rapport. Pour chaque salve que l'attaquant lance à bas prix, le défenseur brûle un capital rare et lent à reconstituer. Même une interception réussie à 100% est, du point de vue comptable, un échange perdant parce que vous dépensez 100 pour détruire 10 et que vous ne pouvez remplacer votre 100 qu'au compte-gouttes. Ce n'est pas une question de courage ni de qualité des soldats. C'est une équation froide et l'équation ne se soucie pas de savoir qui est le plus brave. Relisez cette idée parce qu'elle inverse tout ce que l'intuition nous souffle. Dans cette configuration, c'est pas celui qui rate ses tirs qui perd. C'est celui qui les réussit tous, mais trop cher et sans pouvoir recharger. Le même raisonnement vaut pour les capteurs. Dégrader l'alerte précoce d'un adversaire, c'est réduire son temps de réaction et donc l'obliger à tirer plus d'intercepteurs, moins bien, pour le même résultat. On n'a pas besoin de percer un bouclier si l'on peut simplement le forcer à s'épuiser. L'épisode de la Jordanie illustre bien cette dimension des capteurs et il mérite qu'on démêle les deux versions qui s'affrontent parce que le désaccord lui-même est instructif. Un reportage télévisé a expliqué les pertes en Jordanie par le fait que ce pays ne disposerait pas des défenses aériennes robustes qu'on trouve sur des bases plus établies, comme là où est basée une flotte au Bahreïn ou au Koweït. Explication rassurante. Le problème serait local, un trou dans un dispositif secondaire. L'avocat, lui, l'a démoli et sur ce point précis, il faut reconnaître que son objection a une logique. Il affirme que les États-Unis ont justement déployé en Jordanie certaines de leurs capacités antimissiles les plus avancées, batterie THAAD, Patriot dernier cri, les meilleures unités disponibles. Si c'est vrai, alors l'explication du pays mal défendu s'effondre et l'échec devient plus embarrassant, pas moins. Ce seraient les meilleurs systèmes américains qui n'auraient pas arrêté les missiles. Sa lecture qu'il faut prendre pour ce qu'elle est, une hypothèse d'un partisan, c'est que quelque chose est arrivé à l'alerte précoce. Les capteurs qui signalent un tir dès le départ auraient été dégradés, réduisant le temps de réaction, forçant à tirer plus d'intercepteurs, moins bien. Notez que les deux explications, aussi opposées soient-elles, ramènent au même mécanisme du chargeur. Si la Jordanie est mal défendue, il faut y déverser plus de systèmes qu'on n'a pas en surplus. Si elle est bien défendue et que les tirs passent quand même, c'est le rendement de chaque intercepteur qui baisse, et il en faut donc davantage pour le même résultat. Dans les deux cas, la demande de munitions monte plus vite que l'offre, le désaccord porte sur la cause, il converge sur la conséquence. Mais ici, c'est décisif, il faut appliquer au grain de vérité la discipline que l'avocat refuse d'appliquer. Parce que cette logique du chargeur coupe dans les deux sens.
L'Iran aussi possède un magasin fini. Sa production de missiles dépend d'usines, de précurseurs chimiques, de propergol, et ces usines ont été frappées, notamment un grand complexe pétrochimique dont la destruction visait précisément la capacité de remplacer ce qui est tiré. Et l'avocat ne compte que le magasin américain. Un observateur honnête compte les deux. La vraie question n'est donc pas les armes iraniennes sont-elles supérieures, question absurde et invérifiable, mais quel magasin se vide le premier et laquelle des deux usines recharge le plus vite. C'est une question d'inventaire et d'industrie, pas de supériorité, et formulée ainsi, elle ne donne de vainqueur automatique à personne. Elle décrit seulement le vrai champ de bataille. Les chaînes d'assemblage, à l'arrière, loin des caméras. Le quatrième domino montre où mène ce problème de chargeur, et c'est le plus inquiétant, l'escalade contre le béton. Le président américain a déclaré qu'il frapperait bientôt un site souterrain surnommé la montagne à la pioche, un complexe creusé profondément dans le granit, lié au programme nucléaire, en affirmant que rien ne pourrait l'en empêcher. L'avocat répond qu'aucune arme conventionnelle de l'arsenal américain ne peut vaincre cette montagne, que même la plus puissante bombe anti-bunker ne fonctionne pas. Prudence maximale, c'est une affirmation d'un commentateur partisan contesté et le procès d'incompétence qu'il fait au président relève de l'attaque, pas de l'analyse. Mais sous cette outrance perce un enchaînement stratégique réel et il découle directement de la logique du chargeur. Quand le magasin conventionnel se vide et que la cible est enfouie sous des dizaines de mètres de roches, la tentation devient d'escalader vers des moyens plus lourds, plus rares, plus dangereux, et l'Iran, de son côté, contre-menace de frapper des installations nucléaires américaines. Vous voyez le piège ? La pénurie de munitions ne pousse pas à la désescalade, elle pousse à l'escalade. Un chargeur qui se vide tente son propriétaire de sortir une arme plus grosse pour compenser. C'est le vrai danger que révèle la guerre des chargeurs, non pas la défaite, mais la fuite vers le haut. Sur cette montagne, l'avocat ajoute un détail technique qu'il faut rapporter avec des pincettes, mais qui éclaire la logique. Il affirme que la plus puissante bombe anti-bunker américaine aurait déjà été employée plus tôt dans le conflit et que les Iraniens auraient même exhumé quelques-unes de ces bombes non explosées, prenant ainsi la mesure exacte de la capacité de l'arme et adaptant leurs précautions en conséquence. Que ce récit soit fidèle ou enjolivé, il illustre une vérité de l'ère des bunkers. Une arme dont l'adversaire a appris à connaître les limites perd une partie de son pouvoir de dissuasion. Il évoque aussi des bombardiers lourds qui se masseraient autour de la zone Israël-Jordanie, ce qui, dans le langage militaire, signale une préparation de frappe plus lourde. Prenez ces éléments comme des affirmations d'un partisan, non comme des faits établis, mais le fil qui les relie est cohérent avec tout le reste. Plus la cible est dure et plus le magasin conventionnel est tendu, plus la tentation de sortir un marteau plus lourd grandit. Et un marteau plus lourd contre un site nucléaire, c'est exactement le genre de seuil que l'on ne franchit pas sans conséquence en cascade. Prenons de la hauteur, car il y a ici une leçon plus grande que cette guerre. À l'âge du missile, la dissuasion n'est pas d'abord une affaire de qualité d'armement. C'est une affaire de profondeur de magasin. Peu importe que votre intercepteur soit le meilleur du monde si vous n'en avez que quelques centaines et qu'il faut 2 ans pour en fabriquer davantage, face à un adversaire qui produit des milliers de drones bon marché par mois, la guerre d'usure ne récompense pas le plus sophistiqué, elle récompense celui dont l'usine tient le plus longtemps, ce qui déplace le centre de gravité de la guerre du champ de bataille vers la base industrielle. Le vrai front, dans un conflit prolongé de missiles, ce sont les chaînes de production, la disponibilité des composants, la vitesse de réapprovisionnement. Et cela renverse une intuition confortable que l'Occident entretient depuis des décennies, celle selon laquelle la supériorité technologique suffit. La supériorité technologique gagne les guerres courtes, celle qui se règle en quelques frappes chirurgicales avant que les stocks ne comptent. Mais dès qu'une guerre s'inscrit dans la durée, dès qu'elle devient une affaire de semaines et de mois plutôt que de nuits, c'est la masse industrielle qui reprend ses droits. Le pays qui produit beaucoup, vite et pas cher, finit par imposer son tempo à celui qui produit peu, lentement et cher, aussi raffiné soit son arsenal. C'est une leçon que le XXe siècle avait apprise dans la douleur, que l'après-guerre froide avait cru pouvoir oublier grâce à la précision et que l'ère des drones bon marché est en train de rappeler brutalement à tout le monde. Et l'insight méta, celui que cet exercice tout entier illustre, on peut tirer un enseignement précieux d'un oracle partisan, à condition de garder le mécanisme et de jeter le verdict. L'avocat avait tort sur la défaite et la supériorité. Il avait raison de pointer le chargeur. Savoir faire ce tri, c'est la différence entre s'informer et se faire manipuler. Tout cela n'est pas une abstraction pour nous. En France comme au Canada, c'est même brûlant d'actualité. Depuis la guerre d'Ukraine, la faiblesse des stocks de munitions et d'intercepteurs est devenue la préoccupation numéro 1 des planificateurs de l'OTAN. On a découvert que les arsenaux européens se vidaient en quelques jours de combats de haute intensité, que les chaînes de production d'obus et de missiles antiaériens tournaient trop lentement, que la profondeur de magasins de nos armées était dramatiquement mince. Si un pays de taille moyenne comme l'Iran
peut mettre sous tension le magasin de la première puissance militaire du monde, posez-vous la question qui dérange. Que resterait-il d'une autre? La question industrielle, celle des usines et des cadences, n'est pas un sujet lointain de la guerre du Golfe. C'est notre propre vulnérabilité, mise en lumière par le conflit d'un autre. Et par ricochet, il y a le pétrole, qui peut être, comme le rappelle l'entretien, ce dont cette guerre parle vraiment, car la logique du magasin qui se vide a un jumeau économique. L'Iran aurait non seulement fermé le détroit d'Ormuz, mais les rebelles houthis auraient de fait bloqué l'Arabie saoudite en verrouillant le détroit de Bab el-Mandeb à l'autre bout. Or, l'Arabie saoudite avait précisément détourné une grande part de sa production pétrolière loin d'Ormuz, vers un port de la mer Rouge, pour contourner le premier goulet. Si les deux détroits se referment en même temps, cet échappatoire disparaît et le rerouter par le canal de Suez devient, selon l'analyse, trop coûteux pour être soutenable. Voyez la symétrie avec le chargeur militaire. Là aussi, on épuise ses options de contournement une à une, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus d'abordables. Un blocus au détroit d'Ormuz, une mer Rouge fermée, et c'est le prix de l'énergie qui grimpe jusqu'à nos factures, à Paris comme à Montréal. Pour les diasporas iraniennes de nos deux pays, chaque nuit de frappe et de contre-frappe est une nuit d'angoisse pour des proches pris entre deux magasins qui se vident. Alors soyons précis sur ce que cet entretien nous apprend et sur ce qu'il ne nous apprend pas, parce que c'est ici que la lucidité se sépare de la propagande, dans les deux sens. Il ne nous apprend pas que l'Amérique est vaincue, ni que les armes iraniennes sont supérieures. Ce sont les verdicts d'un avocat, contredits par le simple fait que les États-Unis ont poursuivi 10 nuits de frappe d'affilée, que la plupart des interceptions réussissent, et que l'avocat lui-même concède que ce n'est pas un bain de sang pour les forces américaines. Un pays réellement défait ne frappe pas chaque nuit. Il faut d'ailleurs ajouter un fait que l'avocat mentionne à peine et qui contredit sa propre thèse de la rupture totale. Malgré tout, des médiateurs, le Qatar et le Pakistan, s'activeraient dans les toutes dernières heures. Autrement dit, le canal diplomatique n'est pas mort. Un conflit où l'on tire chaque nuit tout en faisant naviguer des intermédiaires n'est pas une guerre d'anéantissement figé, c'est un bras de fer où chaque camp cherche encore une sortie qui préserve sa position. Le récit de l'apocalypse imminente, comme celui de la victoire imminente, oublie commodément que des gens en coulisses continuent de parler. Ce que l'entretien nous apprend, en revanche une fois le tri fait, c'est que le problème de la profondeur de magasin est réel, sérieux, et sous-estimé, et qu'il pèse sur la soutenabilité d'une campagne prolongée pour les deux camps. C'est un vrai sujet, habillé d'une fausse conclusion. Notre travail était de séparer les deux, ne céder ni au titre qui hurle la panique, ni à l'invité qui chante la défaite. Tenez la vérité inconfortable du milieu, celle des chargeurs qui se comptent des deux côtés. Voici donc les 3 choses à surveiller pour lire cette guerre par le bon bout, celui des magasins et non des bravades. Premièrement, les stocks. Guettez les rapports crédibles, pas les commentateurs, sur les niveaux de munitions de défense aérienne des deux côtés. C'est là que se joue réellement la soutenabilité. Deuxièmement, les usines. Surveillez ce qui est frappé du côté production. Chaque complexe de Propergol, chaque chaîne d'intercepteurs touchée en dit plus long sur l'issue que 10 nuits de frappe tactique. Troisièmement, la tentation du haut. Si le langage glisse vers des moyens plus lourds pour venir à bout d'une montagne de granit, ce sera le signe que le magasin conventionnel s'épuise et que l'escalade, faute de munitions, cherche à compenser par la puissance. C'est le seuil le plus dangereux. Le titre disait « Trump panique » et l'invité disait « Défaite américaine ». Mais la vraie question que pose cette nuit n'est ni l'une ni l'autre. Elle tient en une phrase que ni le titre racoleur ni l'oracle partisan ne veulent poser. Dans une guerre de missiles, ce n'est pas la meilleure arme qui gagne, c'est le magasin le plus profond et l'usine la plus rapide. Alors des deux camps, lequel rechargera avant que l'autre ne soit à sec? Répondez à cela et vous saurez non seulement où va cette guerre, mais pourquoi, à l'âge du missile, les batailles décisives ne se livrent plus dans le ciel, mais dans les chaînes de montage que personne ne filme.